Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Quelles sont les extraordinaires adaptations du vivant au plus profond de l'océan ? Avec Bruno David. Longtemps, très longtemps, nous avons cru qu'il ne pouvait y avoir de vie au fond de l'océan. Et pourtant, elle s'y développe véritablement en relevant des défis sans précédent face à des conditions extrêmes. Haute pression, absence de lumière, et bien d'autres encore, comme va nous l'expliquer le paléontologue, biologiste et président du Muséum national d'histoire naturelle, notre invité Bruno David. Bonjour. Bonjour. Alors au XIXe siècle, les Anglais furent les premiers à tirer, en l'occurrence des conclusions hâtives sur l'absence de vie au fond de l'océan. Et Cocorico, c'est finalement un professeur du Muséum qui vint apporter un démenti cinglant sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment lui vint cette eureka, si je puis m'exprimer ainsi, et surtout, comment est-ce qu'on s'est mis à explorer les profondeurs abyssales ? Alors, on est en 1841, et il y a un Anglais qui s'appelle Forbes, qui fait une mission océanographique en mer Égée. Donc, il prospecte à différentes profondeurs, et il se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il prospecte plus profond, il y a de moins en moins de vie. Il dessine une sorte de trajectoire, et il dit au-delà de 500 mètres, il ne doit plus y avoir de vie. Il n'a pas les moyens d'aller voir, mais il fait cette prédiction. Et puis une vingtaine d'années plus tard, on est en 1860, il y a le câble télégraphique qui relie la Sardaigne à l'Algérie qui va se casser. Et donc on remonte ce câble pour pouvoir le ressouder. Et on s'aperçoit que sur des tronçons du câble qui étaient à 2000 mètres de profondeur, il y a des organismes fixés sur le câble. Donc il y a de la vie à 2000 mètres. Et c'est un Français, professeur au Muséum, un Français qui porte un nom anglais, c'est une sorte de clin d'œil, il s'appelait Milne Edwards, qui dit « Forbes s'est trompé et il y a de la vie à 2000 mètres de profondeur ». Alors évidemment, les Anglais sont piqués au vif, vous vous doutez bien, c'est l'Angleterre victorienne quand même, dominatrice. Donc ils vont diligenter des expéditions océanographiques profondes, d'abord à côté de chez eux, au large de l'Irlande et de l'Écosse, en utilisant des bateaux de la Royal Navy. Donc ils vont demander à l'amirauté d'avoir accès à certains bateaux, à des petites goélettes, et puis ils vont faire du chalutage et ils vont s'apercevoir qu'il y a de la vie plus profonde à côté de chez eux. Et dans la foulée, on est au début des années 1870, ils vont diligenter une très grande expédition qui est absolument somptueuse. C'est l'expédition du Challenger. Une expédition qui va durer 3 ans, qui va faire le tour de la planète, qui va passer partout, y compris dans des endroits où on n'est jamais repassé à proximité de l'Antarctique, et qui va draguer, chaluter à toutes sortes de profondeurs. Et là, on va découvrir qu'il y a de la vie à plus de 7000 mètres de profondeur dans la fosse des Caïmans. On s'apercevra plus tard qu'il y a de la vie jusqu'au plus profond de l'océan, dans la fosse des Mariannes, à près de 11 000 mètres de profondeur. Mais dès 1870, on a la notion qu'il y a de la vie partout. Donc, messieurs les Anglais, vous avez tiré les premiers, vous êtes trompés, mais après, vous êtes bien rattrapés. Et évidemment, ce qu'on découvre à 7000 mètres de profondeur, comme une espèce de lapalissade, puisqu'on ne l'avait jamais vu avant, ce sont de nouvelles espèces. C'est-à-dire, tout d'un coup, notre encyclopédie du vivant s'agrandit d'autant. Bien sûr, parce que ce qu'on va découvrir sont des espèces très curieuses aussi qu'on va trouver dans ces profondeurs. On a tous en tête l'image de ces poissons avec des dents acérées, des têtes invraisemblables. On a des images d'organismes aussi invertébrés qui vont naviguer dans ces profondeurs-là et qui sont totalement stupéfiants, qu'on ne connaît pas ailleurs. Parlez-nous de ces espèces, parlez-nous de ce qu'il y a au fond de l'océan. Sans lumière, pas de photosynthèse, donc il ne peut pas y avoir, par définition, d'algues ni de végétaux. En revanche, il y a des nombreuses espèces qui ont su s'adapter aux conditions extrêmes des abysses. Et quelles particularités ont-elles alors ? Alors, il n'y a pas une particularité absolument générale. Disons que le premier souci, entre guillemets, que peut avoir une espèce quand elle se trouve en profondeur, j'anthropomorphise beaucoup à dessein, c'est de trouver à manger. Puisqu'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de végétaux, algues, ou encore moins végétaux terrestres, plantes, et donc il faut trouver à se nourrir. La nourriture, elle vient de la surface. Elle vient du plancton de surface qui va finir par descendre le long de la colonne d'eau jusqu'à atteindre plusieurs milliers de mètres de profondeur, qui va former des petits flocons, et on appelle ça de la neige abyssale.
et j'ai eu la chance de plonger avec le Nautile à 2500 mètres de profondeur au large du Pérou. Et en effet, ça donne cet effet de neige qui passe devant les phares du sous-marin et ce qui vient s'accumuler sur le fond, qui forme une boue, une vase extrêmement fluide, extrêmement liquide, mais riche en matière organique. Et donc, il y a beaucoup d'animaux qui vont se contenter de brouter, en quelque sorte, cette vase et se nourrir de ça. Puis après, il y a toute une vie qui va s'organiser autour de ça, avec des prédateurs qui vont venir manger ces animaux, etc. Mais il faut bien sûr s'adapter à l'absence de lumière, ça c'est pas trop difficile, à la pression, qui est considérable, et puis à cette relative pauvreté de la nourriture qui arrive, ce qui fait que les populations sont jamais très très denses. Les biomasses ne sont jamais considérables quand on est dans le profond. C'est vous qui m'avez appris que la pression qui était exercée au fond des océans, si un tube était vide, il serait immédiatement compressé. Quelles conséquences ça a pour les petits organismes qui circulent à ces profondeurs? Alors ces organismes, notamment ceux qui fabriquent une coquille entre guillemets calcaire, sont confrontés à un double défi, c'est-à-dire qu'il faut résister à la pression, et en même temps, on est au-delà d'une certaine profondeur, les carbonates deviennent instables, donc c'est très difficile de fabriquer une coquille calcaire, il faut dépenser beaucoup de ressources. Donc l'idéal, c'est de fabriquer une coquille la plus fine possible, et en même temps de résister à la pression. L'astuce, c'est que la pression interne soit égale à la pression externe. Et c'est ce que font certains oursins, par exemple, qui ont une pression interne qui est équivalente à la pression externe, ce qui fait que leur squelette est d'une finesse incroyable. C'est plus fin qu'une coquille d'œuf d'un petit oiseau, par exemple. Ça, c'est très contre-intuitif, parce qu'on imagine au contraire qu'il faudrait être extrêmement robuste, et au contraire, c'est la légèreté qui vous permet de vous déplacer. Il faudrait une telle robustesse que ça devient quasi mission impossible. Le sous-marin jaune de l'Ifremer, le Nautile, en fait, c'est une sphère de titane qui fait 8 cm d'épaisseur pour résister jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Donc on voit bien, un petit organisme, il ne pourrait pas se payer une sphère de titane de 8 cm. Donc il faut une autre astuce pour ça, et l'astuce, c'est vraiment pression interne égale pression externe, ou alors des vessies natatoires, comme chez certains poissons, qui leur permettent de s'adapter à ces profondeurs. Et d'ailleurs, quand on les pêche et qu'on les remonte en surface, la vessie va exploser, et on récupère un poisson relativement en mauvais état quand il arrive sur le bateau. L'inventivité de la nature est sans limite. Parlez-nous d'une autre espèce qui s'est adaptée à la fois par en dessous, avec des chaussons fragiles, et par au-dessus avec une espèce de système de parachute. Oui, alors on a des oursins qui sont des oursins mous, qui sont flexibles, c'est-à-dire que les plaques sont pas jointives, elles sont reliées par des charnières en collagène, ce qui fait que quand on le sort de l'eau, il va s'aplatir. Les pêcheurs du golfe de Gascogne parlent parfois de bérets basques, ce sont des oursins qui sont assez gros, qui font la taille d'une grosse assiette. Et certaines espèces, en dessous, ont des piquants qui sont équipés de petits sabots. On dirait qu'ils sont en porcelaine blanche. Et ces petits sabots, c'est un petit peu comme les pattes des chameaux qui ne s'enfoncent pas dans le sable du désert. Mais là, c'est pareil, ça leur donne un point d'appui pour marcher, en quelque sorte, sur cette vase extrêmement fluide. Et puis, il y a d'autres espèces du même groupe, chez des cousins de ces oursins. Les piquants qu'ils ont sur le dos sont enveloppés par une sorte de peau un peu fripée quand on les voit en surface. Et on s'est toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est un épithélium, une peau, si vous voulez, qui vient enrober le piquant, qui est toute fripée, jusqu'à ce que des Anglais fassent des images sous-marines, assez récemment, il y a une trentaine d'années, et qu'on voit que quand l'oursin est vivant, en fait, ça fait des sortes de petites montgolfières autour des piquants, et que l'oursin, il est littéralement en sustentation au-dessus du fond. Donc c'est une adaptation pour éviter de s'enfoncer dans cette vase molle et de se retrouver englouti par la vase. Alors vous nous parlez d'oursins, vous nous parlez souvent du début de la chaîne alimentaire. Moi, dans mes souvenirs, peut-être alimentés par la science-fiction, mais les grands fonds sous-marins étaient aussi peuplés de grands animaux, de grands prédateurs, des grands calmars, peut-être parce que j'ai trop lu Jules Verne. Est-ce que c'est une erreur d'appréciation de ma part, ou est-ce qu'il peut y avoir des très grands vivants au fond des eaux ? Non, il peut y avoir des grands vivants. Alors on ne va pas les trouver jusqu'à 7-8 000 mètres de profondeur, on va les trouver plutôt autour de 2-3 000 mètres, mais on va trouver des cachalots qui vont plonger jusque-là, on va avoir ces calmars géants, on va avoir un certain nombre d'organismes de relativement grande taille. Pour les cachalots, ce sont des organismes qui viennent de la surface quand même, qui ne sont pas en permanence au fond. Mais on a bien ces organismes de volume important. Il y a quand même de la vie, même si elle n'est pas aussi abondante que ce qu'on peut trouver sur les plateaux continentaux. Et par quel super pouvoir parviennent-ils à faire ces variations qu'aucune autre espèce du vivant n'arrive à faire, à savoir aller à la surface jusqu'à 3000 mètres sous l'eau? J'imagine que ça demande une résistance à la pression, savoir s'adapter au fait de vivre dans l'obscurité. Comment ils font ça? Oui, c'est une résistance à la pression. C'est surtout ça le paramètre le plus important. Après, les cétacés communiquent beaucoup par les sons qu'ils émettent.
plus que par la vue. Donc c'est pas trop un problème de non-visibilité, c'est plus un problème de résister à la pression. Maintenant, c'est une apnée, hein, donc il n'y a pas besoin de faire des paliers quand on est en apnée. Hein. Pour terminer, dans les abysses, on retrouve, on vient de le voir, une importante biodiversité, mais aussi dans des lieux où on aurait soupçonné qu'elle fût absente, qu'elle fût complètement invisible. Je pense aux sources hydrothermales dans lesquelles la température peut monter à plus de 300 degrés, et donc a priori tuant toute forme de vivant. Vous allez nous apprendre qu'il n'en est rien. Et qu'est-ce que nous, humains, on peut apprendre de ces petites oasis de vie et de leurs habitants très ingénieux ? Oui, à certains endroits du fond de l'océan, il y a ce qu'on appelle des dorsales océaniques, qui sont des endroits où les plaques tectoniques ont tendance à s'écarter, donc ça fait un volcanisme. À ce volcanisme sont associés des fluides qui vont descendre à l'intérieur de la croûte terrestre, qui vont remonter après sous forme de vapeur, et qui vont sortir de manière très très chaude en embarquant avec eux un certain nombre d'éléments qu'ils auront dissous sur leur passage. Et ça donne ces oasis de vie, ces oasis hydrothermales, au fond des océans, qu'on a découvert à la fin des années 1970 et qui ont une richesse de vie absolument incroyable, totalement inattendue dans ces environnements-là. Et on y trouve des vers, on y trouve des crevettes, on y trouve bien sûr des bactéries qui sont à l'origine de cette chaîne alimentaire. On va y trouver des crabes, on va y trouver des petits poulpes, on va y trouver beaucoup de mollusques, on va y trouver une diversité assez flamboyante et finalement relativement importante. Et à la base de cette chaîne alimentaire, il y a ces petites bactéries qui sont capables de réduire les sulfures et de s'en nourrir. C'est un démarrage de chaîne alimentaire qui se passe de l'énergie du soleil. C'est le seul démarrage d'une chaîne alimentaire qui démarre sans l'énergie solaire. Donc c'est assez exceptionnel. Et simplement, ça demande des adaptations particulières. Alors pour certains, ils sont capables de vivre jusqu'à plus de 100 degrés de température, en effet. Et puis des petites crevettes qui ont, pour pouvoir se nourrir, des bactéries à l'intérieur de leur petit tube digestif qui leur permettent de digérer les sulfures. L'espèce humaine est infiniment moins adaptable que les espèces que vous venez de mentionner, et il faut s'ébobir devant les merveilles dont ils sont capables, mais ne pas attendre la même chose pour nous. Ah non, il ne faut pas attendre la même chose pour nous. Je vous décommande fortement d'essayer de descendre à 3000 mètres de profondeur, autrement que dans un sous-marin. On a une fenêtre physiologique qui est beaucoup plus étroite, mais même ces espèces ont une fenêtre physiologique étroite, parce qu'elles sont adaptées aux conditions de l'environnement dans lequel elles vivent, et pas à d'autres conditions environnementales. Ça devrait nous faire réfléchir aussi pour notre propre situation, et pour l'évolution qu'on impose à cette belle planète Terre. Vous venez de nous parler des sources hydrothermales, qui sont quand même un lieu méconnu et complètement fou, puisque vous avez eu la chance d'aller effectivement là où nul ne va. Peut-être pour terminer cet épisode, donnez-nous encore à rêver avec des paysages marins que personne ne connaît. Oui, alors on oublie souvent, mais les grands fleuves charrient parfois lors de leur crue d'immenses troncs d'arbres. On peut penser à l'Amazone, au Mississippi. Ces troncs d'arbres vont se retrouver à flotter sur l'océan, et certains d'entre eux vont être emportés au large. Ils vont finir par s'imbiber d'eau et ils vont finir par couler. Un arbre, c'est de la matière organique. Donc ça apporte de la matière organique sur le fond. Et il va se développer autour de ces troncs d'arbres de véritables oasis sous-marines qui vont exploiter cette matière organique avec des organismes très spécifiques, puis qui vont essayer de trouver un autre tronc d'arbre quand il y en aura un autre qui sera tombé un peu plus loin. Et ça pose d'ailleurs des problèmes de dispersion importants à ces espèces. Et puis on oublie souvent également que les grandes baleines, les grands cachalots, ça meurt aussi. Les cadavres vont couler au fond de l'océan quand ils ne sont pas dévorés par les orques au passage. Et donc on va se retrouver avec des carcasses de baleines au fond et qui vont servir là aussi de point de démarrage à des oasis de vie qui vont durer quand même un certain temps, parce qu'on a tout un cycle écologique qui va se développer sur une carcasse de baleine. Ça va commencer par se nourrir de la graisse et de la viande de baleine, avec des myxines qui sont ce qu'on appelle parfois des poissons sans mâchoire, qui ont une tête qui se termine par une sorte de cercle, de disque muni de dents, qui vont manger tout ça. Et puis quand il n'y aura plus de viande, il restera le squelette. Il y a d'autres organismes qui vont s'intéresser au squelette. Il y a des films bactériens qui vont se développer. Il y a des crustacés qui vont arriver. Et puis il y a une bête très bizarre qui s'installe sur les os de baleine. Elle s'appelle Océdax. Drôle de nom. En fait, c'est une sorte de filament rouge qui fait une vingtaine de centimètres de long, qui va s'enraciner dans l'os de baleine, qui va s'en nourrir. Et ce qu'on voit là,
c'est une femelle, et le mâle est microscopique et il vit à l'intérieur de la femelle. Merci de nous avoir fait partager votre expérience dans les cimetières des baleines. Merci beaucoup Bruno David. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Bruno David, paléontologue, biologiste et président du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.